Bonjour, bonjour et bienvenue ici à Lignerolles, dans la Luzerne, avec une vue sur Bavois, là-bas dans la plaine, Bavois où nous aurions dû nous retrouver pour une journée. Vous savez, c'est le rendez-vous traditionnel que Prométer, avec tous ses partenaires, organise chaque année, la journée Grandes Cultures et Herbages. Et puis cette année, vous le savez aussi, les événements ont décidé autrement. Mais chez Prométer, il en faut plus pour nous désarçonner, si bien qu'on s'est dit, bon alors, des centaines de personnes au même endroit, ça ne va pas le faire. Par contre, nous avons plein d'expériences à partager, nous avons plein d'expertise à faire connaître. Eh bien, on ne peut pas laisser tout ça comme ça. Donc on s'est dit que autant transformer les choses en un événement virtuel. C'est ce qui nous réunit par écran interposé aujourd'hui. C'est donc devenu, la journée est devenue une semaine grande culture et herbage. Alors là, nous sommes à Lignerolles. Les autres jours, on se retrouvera à Bavois, là où l'événement aurait dû se passer, avec chaque jour un thème. Donc aujourd'hui, nous parlerons herbage avec mon invité que je vais vous présenter tout de suite. Mais les thèmes suivants à chaque jour seront les céréales, ça c'est pour demain mardi, la betterave mercredi, le maïs jeudi, et puis nous terminerons en beauté avec le colza vendredi. Et donc chaque jour un thème. Pendant la première diffusion de la vidéo, c'est-à-dire dans ces fins de matinée, 10h30, eh bien, nous serons en direct pour lire vos questions, vos commentaires. Donc n'hésitez pas à vous manifester d'une manière ou d'une autre. Et puis bien entendu que tout ce matériel, toutes ces informations, toutes ces vidéos demeureront en ligne. Prométer.ch, le site bien sûr, et puis également notre page Facebook, ainsi que notre chaîne YouTube qui est en train de s'enrichir de plein de choses en ce moment, donc allez la voir, et il y aura une playlist dévouée à cet événement. Mais aujourd'hui, c'est d'herbage qu'il s'agit, plus précisément de la Luzerne, et pour cela, il nous fallait quelqu'un de la trempe de Gérald Hubert pour nous en parler. Bonjour Gérald, conseiller agricole bio chez Proconseil, une filiale de Prométer. Grâce à vous, on va sans doute tout savoir sur cette Luzerne, qu'est-ce que c'est exactement, etc. Dites-nous tout. Alors déjà, pourquoi la Luzerne? Il faut bien repositionner les choses. Pourquoi on a souhaité avec l'équipe évoquer la Luzerne et pas un autre fourrage? C'est qu'elle a plusieurs atouts. Le premier, c'est vraiment que c'est une espèce très productive si on la conduit correctement. Donc il faut vraiment se dire qu'elle a un potentiel génétique qui est de plus de 15 tonnes de matière sèche. Donc il faut entre guillemets la conduire aux petits oignons pour qu'elle soit très productive. La deuxième chose, c'est que Lucienne le dira et Nathaniel aussi dans leurs interventions après, c'est une très grosse pourvoyeuse de protéines. Donc au-delà de produire en quantité, c'est qu'en plus elle va produire des protéines et des protéines de qualité. L'autre point, et les agriculteurs le vivent de plus en plus au quotidien et d'année en année, c'est que finalement c'est une espèce très rustique. Rustique pourquoi? Parce qu'elle tient le froid, elle tient le chaud et elle tient quelque chose qu'on vit de plus en plus, c'est le sec. Donc oui, les conditions extrêmes de sol très superficiel, elle va aussi dépérir, elle va aussi perdre un peu de sa vigueur et de ses pieds mètres carrés, on va y venir tout de suite. Mais c'est vraiment essentiellement sur ces trois choses-là qu'elle est très intéressante. Et la quatrième, ce sont les intérêts indirects, c'est tous les bénéfices agronomiques qu'on peut en tirer. C'est-à-dire que c'est une plante qui est la famille des légumineuses, donc automatiquement elle fixe l'azote de l'air, donc c'est une très grande productrice d'azote de l'air. Donc ça c'est génial, davantage pour les producteurs bio qui finalement attendent des plantes qui amènent de l'azote dans le sol pour nourrir tout leur système et la rotation. Et en plus elle a un effet qu'on appelle nettoyant, c'est qu'une fois qu'elle est en place, on sait que par sa colonisation de l'espace et la multitude des coupes qu'on va faire derrière, elle va empêcher aux autres plantes de se développer. Donc elle a vraiment cette capacité à concurrencer peut-être d'ailleurs aussi certaines adventices qui nous en bio nous posent problème, qui peuvent être le chardon ou les lampées rumex. En installant une luzerne de manière de bonne manière, si on veut, on va pouvoir justement concurrencer ces vivaces sur le moyen long terme. Voilà en fait en partie les raisons pour lesquelles il faut s'intéresser à la luzerne et on vous propose de s'y intéresser, quoi. Alors, on a construit la présentation en trois parties, donc cultiver la luzerne, la récolter avec Nathaniel
et Lucienne l'a valorisée. Moi, je vais m'atteler à la cultiver. Pourquoi on a fait un chapitre la cultiver? C'est très simple. Il faut vraiment la considérer comme une culture. Donc, ce n'est pas une prairie. Non, la luzerne, c'est une culture. Elle a ses besoins, elle a ses exigences de conduite. Et donc, on doit vraiment bien la regarder pour remplir ce que je vous disais avant, c'est-à-dire cette capacité à produire le maximum en quantité et en qualité. Ok. Bien à rappeler aussi quelques références, c'est que c'est la première culture fourragère cultivée au monde, avec plus de 30 millions d'hectares, largement loin devant le maïs en silage qui en représente 15 millions. Donc c'est pas que chez nous qu'elle intéresse, quoi. Faut vraiment se dire que outre-Atlantique, elle a une place très importante, conduite différemment, certes, mais pour dire que finalement, elle reste très intéressante à tous les niveaux de l'agriculture, donc il faut y penser. Donc cette luzerne, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y en a des différentes? Alors oui, la luzerne, si on veut, il y a deux types de luzerne. Il y a la luzerne flamande et la luzerne méditerranéenne. Alors nous, on va essentiellement s'intéresser à la luzerne flamande. Pourquoi? Parce que les luzernes sont classées avec des niveaux de dormance. Les niveaux de dormance, c'est-à-dire, en fait, elles vont rentrer en dormance l'hiver ou pas. Et en fait, ces luzernes, les variétés sont classées sur des grilles de dormance. Et les luzernes méditerranéennes, c'est tout ce qu'il y a au-dessus de 6. Généralement, il n'y a quasiment pas de luzerne, enfin, il n'y a pas de luzerne méditerranéenne en dormance en dessous de 6. Pourquoi? Parce qu'elles ne vont jamais rentrer en dormance l'hiver. Donc, elles vont continuellement pousser et ça leur donne quoi comme atout finalement? C'est tous les zones où il ne fait pas froid, c'est qu'elle est tout le temps en production. Par contre, sous nos latitudes, dans nos conditions pédoclimatiques, on ne va pas en utiliser parce que si elle ne rentre pas en dormance l'hiver, par le gel, le froid, c'est vrai qu'on connaît de moins en moins, mais par le froid, elle va très rapidement dépérir. Donc on conseille de ne pas en utiliser, on se concentre sur la luzerne flamande et donc des dormances qui se situent entre 2 et 5, pour justement qu'il y ait ce côté, si on veut, hibernation, quoi. Voilà. Alors il y a différents points sur comment réussir la mise en place d'une luzerne. Ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que c'est une plante qui apprécie les sols alcalins, donc pH supérieur à 7, ok, qui ont des carbonates, souvent en plus elle apprécie bien les carbonates de calcium. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas fonctionner dans des pH inférieurs à 7. La seule chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que si les pH sont inférieurs à 6,5, il va falloir la surveiller différemment, il va falloir regarder s'il faut choler ou pas. Mais grosso modo, il faut bien se dire que c'est une plante qui est plutôt pour des sols alcalins et non hydromorphes, parce qu'elle n'aime pas avoir les pieds dans l'eau, plutôt qu'une plante qui est faite pour des sols, elle n'est pas faite pour des sols à tendance acide. Après, comment réussir la mise en place? Il y a toujours ce questionnement de la période de semis. Dans la majorité des cas, ce qu'on va proposer, c'est vraiment d'installer les luzernes et la luzernière fin d'été. Profiter peut-être des températures qui s'adoucissent, des pluies du mois d'août ou de septembre pour stimuler à la germination. Et aussi, vraiment faire en sorte qu'elle soit bien installée pour le printemps qui vient. Parce que tout simplement, si on sème au printemps et puis qu'on connaît un printemps sec, ou d'abord mouillé ou sec, enfin avec des alternances pluie et sec, c'est pas forcément l'idéal. Après, c'est vraiment cas par cas. Il y a une grande ligne. Maintenant, on est de toute façon bien à se positionner chez chaque agriculteur à choisir les choses. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que fin d'été, on sème, donc ça peut être courant août, on évite d'aller sur le tout début septembre, donc courant août, fin août, après une serre à la paille par exemple. Et en fait, l'objectif de l'installation de la luzerne, c'est qu'elle soit au stade 3 feuilles trifoliées avant de l'entrée en hiver. Pourquoi? Parce qu'à ce stade-là, grosso modo, elle a à peu près 10 à 15 cm de racines et elle perd la sensibilité au gel. Avant, elle est encore potentiellement sensible au gel. Okay? Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut aussi avoir à l'esprit. C'est qu'en fait, on doit les semer fin d'été parce qu'on veut qu'elles soient quand même déjà bien installées avant que l'hiver arrive, quoi. Ensuite, la densité de semis. Si on parle en pur, après, bien sûr, aujourd'hui, la majorité des luzernes sont mélangées à d'autres espèces, mais si on parle en pur, il faut partir du principe qu'une luzerne, il faut la semer entre 800 et 900 graines au mètre carré parce qu'on veut environ 500 pieds au mètre carré pour assurer justement sa pérennité dans le temps. Parce que bien évidemment, on va l'exploiter, on va la faucher, donc on va l'agresser indirectement. Et elle a besoin justement de cette densité pour être exploitée 2 à 3 saisons. Pourquoi aussi semer à cette densité? C'est que finalement, comme beaucoup de plantes, si on a beaucoup, elle va chercher la lumière, elle va monter. C'est un atout agronomique non négligeable. C'est qu'elle va avoir une finesse de tige aussi plus intéressante.
Donc, qui dit finesse de stige, dit peut-être homogénéité du séchage un peu meilleure. Et puis, on le voit clairement dans des luzernes qui s'éclaircissent, moins de pieds, plus de ramifications et des plus grosses tiges. Donc, automatiquement, par rapport à la qualité fourragère, ça reste aussi intéressant. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que, par rapport à l'installation, c'est qu'il faut également laisser minimum entre 5 à 7 ans entre deux luzernes. Okay ? Pourquoi? Parce que, si vous voulez, la luzerne, elle a bien sûr tout son panel de maladies ou de ravageurs, d'où aussi l'intérêt potentiellement de toujours travailler avec des variétés relativement inscrites récemment, parce qu'elles sont sélectionnées justement sur des critères maladies de résistance. Hein. Et donc, garder donc ces 5 à 7 ans pour vraiment éviter une conductivité, si on veut, de ces maladies, et aussi un effet qu'on connaît de la luzerne, qu'on appelle l'effet autotoxique. C'est-à-dire que la luzerne, quand elle se dégrade, même quand elle vit, en fait, elle sécrète des toxines qui inhibent la germination des graines de luzerne. Donc ça, c'est important à savoir par rapport à justement cet aspect rotation. Mais la deuxième chose, c'est aussi le regarnissage. On a régulièrement des questions de se dire « Ah, mais ma luzerne, elle est claire, je viens faire du semi-direct de luzerne dans ma luzerne pour regarnir la luzerne et qu'elle soit de nouveau étoffée et qu'elle reparte pour 2 ans. » Mais en fait, il faut bien avoir à l'esprit que ça ne fonctionne pas, ou très peu, pour la simple et bonne raison que je viens de vous expliquer, que c'est un effet autotoxique et que ça inhibe la germination des semences. La profondeur, c'est comme pour tout. Moi, j'ai toujours eu un créneau à dire. Quand on sème, il faut de temps en temps voir des graines en surface de luzerne. Ça veut dire 1 cm et pas plus. C'est vraiment une petite graine fourragère. Ça se met dans le 1er centimètre du sol. Et là, plus les graines sont petites, moins elles ont de réserve pour faire le tour, comme on dirait. Donc, elles ont besoin de trouver dans leur environnement vide de l'énergie et tout ce qu'il faut pour pousser. Et à contrario, si elles sont trop profondes, elles vont avoir besoin de beaucoup d'énergie pour monter. Alors c'est une plante qui se mélange très bien avec les graminées, comme le prouve le mélange 323 qui est proposé par les fournisseurs et puis mis en avant par la DCF qui a été validé. Hein, c'est un mélange graminées-légumineuses. Donc c'est souvent un bon compromis. Vous verrez plus tard pourquoi avec Nathaniel et Lucienne dans l'aspect récolte et valorisation. Mais c'est intéressant et moi on a tendance à proposer de se dire on peut prendre le 323 et puis rajouter un peu de luzerne dedans pour l'enrichir en luzerne et assurer une certaine pérennité de la luzerne. Alors comme on le disait, la luzerne, c'est une légumineuse, donc elle a une symbiose avec une bactérie, donc un rhizobium. Et donc ça demande quoi? Ça demande forcément, potentiellement, selon de l'inoculer. En gros, dès que le pH est en dessous de 6,5, on va systématiquement inoculer. Dès qu'il est à 7 et au-dessus, on peut faire l'impasse, si on avait de la luzerne dans les 10 dernières années, on peut faire l'impasse de se dire j'inocule. Cependant, vu le prix de l'inoculation, par rapport à l'investissement semence, moi, je conseille vivement, en tout cas, de tout le temps inoculer la semence. Ce n'est pas une perte, c'est un atout majeur. Vraiment à se dire, j'inocule, je sécurise, parce que voilà, la bactérie dans le sol, elle peut avoir aussi fortement diminué avec le temps. Une fois implantée, comment optimiser sa production finalement? C'est là que vient la question. On la semet à la densité qu'il faut, dans le sol qu'il faut. Si le pH était faible, on a peut-être chaulé avant. Voilà, tout est fait pour qu'elle s'installe. Elle est là, tout va bien, ça part. Ensuite, comment je la conduis, comment je l'optimise? Alors, si on regarde l'aspect fertilisation, comme on vient de le dire, légumineuse, donc pas d'azote, ça serait vraiment catastrophique. Après, à voir si finalement il y a des nodosités sur les racines. S'il y en a, c'est que ça tourne. Si elles sont vraiment rougeâtres, c'est que ça tourne très bien. Donc ça, c'est l'essentiel. Mais en fertilisation, il faut tirer un trait sur l'azote. Les 2 macro-éléments sur lesquels il faut vraiment se poser les questions et regarder, ça va être la potasse et le calcium. Ça exporte 30 kg de potasse et de calcium par tonne de matière sèche. Donc si on reprend ce que je disais, si on fait 15 tonnes de matière sèche, je vous laisse faire la multiplication, ça fait de sacrées exportations. Donc selon les types de sols, on peut se poser la question, est-ce que je dois compenser mes exportations en potasse ou pas? Si on a un système avec de la matière organique animale régulièrement apportée, pas la peine. Par contre, le calcium, il faut bien regarder son type de sol. Donc là, si on est des pH inférieurs à 6,5, comme je disais avant, on positionne un chaulage avant avec des produits stables type carbonate de calcium pour assurer l'approvisionnement de la luzerne en calcium. Ensuite, on en vient aux oligo-éléments. Il y en a, comme pour toutes les plantes, tous sont importants, mais il y en a 3 sur lesquels il faut regarder assez minutieusement la luzerne. Ça va être le bore, le molybdène et le soufre.
Pourquoi? Le soufre est quelque chose d'essentiel pour les luzernes, on n'en a plus dans l'air, donc ce n'est pas une mauvaise dépense de se dire je vais apporter du soufre élémentaire qui est stable, hein, qui n'est pas soluble à la luzerne une fois par an parce que les légumineuses en ont besoin. C'est quelque chose d'important d'ailleurs pour les nodosités. Les deux autres points, molybdène, c'est très rare de voir des carences. Par contre, le bore, un petit focus. Pourquoi? Parce que comme on a quand même des secteurs sur le canton de Vaud où on a des sols calcaires, le calcaire est antagoniste du bore. Quand il y a trop de calcaire, c'est finalement des situations pH plus de 7 et que la luzerne peut bien s'y plaire et que finalement, oui, il y a du calcium, du calcaire, et le bore peut mal être assimilé. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Votre luzerne s'installe, tout va bien. Première fauche, deuxième fauche, et puis en l'espace de 6 mois, 1 an, on perd plus de 50% des pieds. Et le syndrome, c'est les feuilles qui jaunissent et la rainure centrale qui reste vert foncé. Et donc, vraiment à mettre en garde pour nos producteurs qui sont sur des sols très calcaires, type pied du Jura, on peut avoir ce type de symptômes de carence et il est très facile d'y pallier. Une simple application de bore foliaire 3 à 4 semaines avant une récolte, histoire que la plante puisse le mettre en réserve dans son pivot et dans son collet et le tour est joué. Une fois par an, du bore en foliaire sur des sols, si on voit qu'il y a la carence et le problème du bore est résolu. Donc ça c'est un détail mais qui est très 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 important. S'il y a des matières organiques animales qui veulent être apportées, type fumier, lisier ou autre, préférez justement les produits mûrs, des composts, des composts de déchets verts ou des composts bovins qui sont vieillis pour que vraiment, déjà la granulométrie est plus simple à épandre, donc pour tout ce qui est fauche et tout, c'est beaucoup plus simple. Et derrière, en plus, on n'apporte pas d'azote, donc il n'y aura pas cet effet boostant de l'azote, mais on apporte quand même les éléments de fond que j'évoquais avant qui restent importants. Alors on en vient justement aux règles de culture à respecter, les règles d'exploitation. Donc le premier critère qui est essentiel, c'est la hauteur de fauche. Alors il faut vraiment pas, c'est vraiment déconseillé vivement de faucher en dessous de 8 cm. L'idéal c'est de faucher au-dessus de 8 cm pour en fait tout simplement permettre à la luzerne d'avoir déjà ses premières feuilles trifoliées en bas qui vont tout de suite repartir et permettre à la luzerne d'avoir une meilleure vigueur pour reprendre de l'énergie et donc refaire de la biomasse pour la coupe suivante. La fréquence de coupe aussi, minimum 4 à 5 semaines entre deux coupes, c'est essentiel pour vraiment optimiser biomasse, qualité. Et puis une coupe par an, il faudra la laisser début floraison. Donc souvent on entend dire il faut laisser fleurir une fois la luzerne, c'est vrai, mais la laisser fleurir concrètement pour qu'elle fasse ses réserves, en fait ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va mettre des réserves dans son pivot et dans son collet. C'est du sucre, tout simplement, elle va mettre du sucre en réserve pour passer l'hiver. Et bien quand elle a commencé à fleurir, les réserves sont faites. Donc il faut bien avoir à l'esprit, en fait, tout simplement, moi j'ai tendance à dire aux acteurs, quand vous passez en voiture à côté de votre champ de luzerne, si vous voyez les premières fleurs, c'est bon, les réserves sont faites, vous pouvez y aller. Ça, c'est un des petits moyens mémotechniques, si on veut, de se dire, tiens, j'y vais ou j'y vais pas. Et en plus, on a encore, finalement, un peu de qualité, quoi. Alors, bien évidemment, c'est théorique, mais on essayera. La luzerne, elle apprécie pas le tassement, donc on va essayer de faire des chantiers de récolte les moins dramatiques possibles. Mais ça, une fois de plus, c'est la théorie, hein. Mais c'est bien de l'avoir à l'esprit parce que parfois, ça peut permettre de se dire, je vais éviter de faire un chantier pour saccager ma luzerne parce qu'on va mal le vivre sur le long terme. Et ça, c'est très important. Ensuite, la destruction, finalement, un point qui, pour moi, fait partie de la culture. La destruction d'une luzerne, parce qu'on va le voir, comment elle est organisée. Elle a un collet à partir duquel partent différents bourgeons pour faire les tiges qui sont rattachés à un pivot. Et ce pivot et ce collet, finalement, c'est un organe de vie assez extraordinaire dans cette plante. C'est-à-dire que si on coupe la racine principale très bas, dans la racine, dans le pivot, il y a assez de réserve pour donner de l'énergie aux bourgeons qui poussent jusqu'à 20-25 cm sous terre. Donc ça veut dire, je sous-entends quoi? Tout simplement, si on laboure une luzerne, sans l'avoir dissocié le pivot
du collet, eh ben, elle a la puissance de repartir et potentiellement repousser dans la culture suivante. Donc c'est vraiment une plante, pour moi c'est son point fort, mais en même temps son point faible dans la destruction, c'est que ça va demander un travail assez assidu, et dans une stratégie sans chimie ou bio, on va vraiment conseiller ce qu'on appelle de scalper la luzerne en premier lieu, voire 2 scalpages qui sont entre 5 et 7 cm pour dissocier, je me répète, mais dissocier ce collet de ce pivot pour assurer vraiment une destruction de la luzerne. Après, libre à chacun de se dire, des repousses, ça peut m'intéresser, donc j'adapte aussi ma manière de travailler pour avoir des repousses. Mais c'est souvent pas quelque chose qu'on recherche. Alors on a mis en place des essais à bas-voie de différentes stratégies de conduite justement ou d'intégration de cette luzerne dans son système, quoi. Et on s'est concentré à se dire, je fais de la luzerne, quand je la sème fin d'été, est-ce que pour avoir plus de fourrage et plus de qualité, plus de sucre, ça serait intéressant de l'associer à de l'avoine ou du seigle pour que la coupe d'automne et potentiellement la coupe de printemps avec le seigle soit riche en graminées et donc en sucre soluble, donc meilleure qualité de conservation et aussi meilleure qualité intrinsèque du produit puisqu'on augmente la teneur en sucre. Et finalement c'est assez intéressant parce qu'on se rend compte que l'associer avec une graminée, mettre de la luzerne avec du seigle, comme ça au semis, c'est pas du tout tiré par les cheveux, c'est même très intéressant. Après, c'est comme toujours tout, c'est la dose qui fait le poison. Il faut vraiment partir sur une demi-dose de seigle, voire entre un quart et une demi-dose de seigle, pour vraiment avoir une complémentarité de couverture du sol, et non pas une concurrence à outrance de la graminée sur la luzerne. Sinon, on n'aura pas fait juste, quoi. Ça serait un peu dommage. Donc ça, ça reste quelque chose à travailler, à tester, et puis on se réjouit de répondre à vos questions. Alors, nouveau chapitre dans ce thème des herbages où nous allons discuter avec Nathanaël Schmitt, bonjour, du FIBOL, et puis avec Frédéric Petermann, bonjour, agriculteur et entrepreneur ici à Lignerolles. On va parler de récolte de la luzerne. Vous nous expliquez un petit peu le travail qui est fait, pourquoi, comment, on veut tout savoir. À vous la parole. Merci. Alors effectivement, on va parler de cette récolte. On a parlé de tout ce qui concernait la culture. Cette fois-ci, on va parler de la récolte. Donc les étapes importantes, quels sont les points à prendre en considération pour démarrer cette récolte. Donc 3 points importants. Donc choisir la période la plus adaptée de la journée. On va le voir. Préférer donc des hauteurs supérieures pour plusieurs raisons, on va le voir aussi. Et puis ensuite, viser à travailler de manière la plus délicate la feuille, parce que finalement, c'est dans la feuille qu'on veut avoir le maximum de protéines et qu'on va garantir la qualité donc, de cette luzerne. Donc l'idée, c'est vraiment de récolter cette luzerne sans en perdre une feuille. C'est ça vraiment l'objectif. Hein. Donc on vise déjà au début de l'année, on essaie de déclencher cette première fauche assez rapidement, donc on vise au plus tard le 15 mai. Donc ça c'est un petit peu une date clé qui va en fait conditionner le reste de l'année, les prochaines étapes, les prochaines fauches, et qui va nous permettre d'atteindre finalement quantité et qualité jusqu'au bout de la saison, et finalement finir aussi avant l'hiver, comme on le dit, 4 semaines avant les premiers gels, pour aussi assurer la pérennité de cette luzernière. Donc premier stade déclenché, comme je l'ai dit, 15 mai, aussi un stade assez précis, donc on vise bourgeonnement, début de bourgeonnement à bourgeonnement. Et ensuite on verra comment on adapte au fil des stades, donc au fil des coupes, ce stade de la luzerne. Comme vous le verrez donc sur un petit graphe qui représente donc les différents stades de la luzerne, on va déclencher les différentes coupes en fonction de ce qu'on désire obtenir de cette luzerne. Donc en début d'année, on va plutôt viser un stade un tout petit peu plus précoce, qui est donc le début bourgeonnement à bourgeonnement, qui est en fait un petit peu plus vite que le reste de l'année. Et ensuite, on partira plutôt sur un stade début floraison. Pourquoi? Pour en fait concilier masse de fourrage et qualité protéique. Et ensuite, une fois par année, ceci pour des raisons de durabilité de notre luzernière, pour qu'elle ait le temps de refaire des réserves, on visera une fois une floraison complète. Donc ça nous donne, en fonction des régions, entre 4 et 5 coupes ou
coupe et fauche, coupe et pâture quand c'est possible. Donc ça, c'est ces étapes liées au stade de la luzernière. En général, on fauche la luzerne le matin plutôt. Pourquoi est-ce qu'on la fauche le matin? On va la faucher le matin parce qu'on va profiter de la rosée d'une part. Cette rosée nous maintient les stomates de la luzerne ouvertes, ce qui permet une beaucoup plus rapide déshydratation dès le départ. Donc les stomates sont ouvertes, l'eau sort tout de suite et on profite aussi de la journée complète, en général très ensoleillée et très sèche si possible, avec une prévision de 2 à 3 jours, voire 4 jours avec les mêmes conditions, mais vraiment avec cette dessiccation très rapide. C'est aussi parce qu'on vise pas le sucre, qui est en général concentré le soir, mais plutôt la protéine, qu'on vise aussi plutôt le matin, comparé aux autres fourrages qui sont en général fauchés le soir. Voilà, ça c'est par rapport au fait de faucher cette luzerne le matin. Ce qu'il ne faut pas oublier quand on vise donc, ces stades optimales de la récolte, c'est qu'il faut être conscient que les feuilles sèchent 1,5 fois plus vite que la tige. Donc on sera par exemple dans des récoltes de foin, dans une situation où on a déjà l'intégralité des feuilles qui sont sèches alors que la tige pas encore. Donc ça va nous induire à des précautions extrêmes dans le traitement de cette luzerne avec les machines, comme l'expliquera tout à l'heure Frédéric Petermann. Mais vraiment là, on doit être conscient de ça. Donc on doit sécher encore quelque chose pendant que le reste est déjà sec avec toutes les précautions possibles. Donc ça c'est une chose aussi très importante. Par rapport au déclenchement donc, de cette récolte au stade en visant plutôt la floraison, donc c'est quoi? C'est la floraison, pourquoi? Parce qu'on est au stade de la luzerne où elle a complètement, on va dire, recomposé ses réserves dans la tige et dans le collet. Donc c'est à ce stade effectivement que 100% de l'énergie est reconcentrée dans ces parties de la luzerne et après la fauche, c'est ce qui lui permet en fait de redémarrer le plus rapidement possible. Donc on vise vraiment ce stade-là pour qu'on ait toutes les réserves et toute l'énergie de notre côté pour redémarrer avec cette luzernière après la fauche. On parle de quelques règles d'or qui sont importantes aussi lors de cette récolte. C'est donc la hauteur de coupe, on en parlera assez clairement, Frédéric va aussi en parler. La durée optimale entre deux coupes, ça dépendra forcément de la région, mais on vise aussi entre 5 et 5 semaines. Ça correspond donc dès la fauche au temps de récupération et de croissance de la luzerne pour arriver à ce stade de floraison. Et puis, comme j'ai dit avant aussi, on peut se permettre de faucher au printemps un peu plus vite pour avoir aussi un effet nettoyant. Quand on démarre avec quelques mauvaises herbes, là, on fatigue tout de suite la mauvaise herbe en faisant une fauche assez précoce. Voilà, ça, les règles d'or importantes. Au niveau des étapes, depuis la fauche jusqu'au transport, comme j'ai dit avant, on fauche plutôt le matin, on profite de cette petite rosée, ça c'est clair. Ensuite, en fonction si c'est une première ou une deuxième coupe suivante, on va dès le deuxième jour procéder à un préfanage si c'est nécessaire, au printemps quand il y a plus de volume. Et ensuite, plutôt pas de préfanage, mais plutôt un endainage assez rapide pour éviter au maximum de toucher ces feuilles, remuer cette luzerne. Et puis ensuite, tout ce qui est pressage, récolte, on visera plutôt le matin quand il y a justement juste à la sortie de la rosée ou plutôt le soir où on a déjà un petit peu cette moiteur qui nous permet d'avoir une certaine souplesse dans ce qui est tige et feuilles et éviter qu'il y ait de la perte et de la cassure. Donc ça c'est plutôt par rapport aux étapes. Encore quelques mots par rapport au coût de récolte. L'année passée, nous avons pu, avec donc la collaboration du séchoir d'Orbe, faire des analyses de chantier de récolte. Donc on a comparé un chantier entièrement réalisé par un agriculteur et un chantier entièrement réalisé par l'entreprise Entranor pour se faire une idée un petit peu de l'optimisation possible au niveau des coûts de récolte et aussi des temps de récolte. C'est-à-dire si on doit par exemple fournir un séchoir qui a besoin d'un flux continu, etc. Donc on a fait ce transport, donc cette comparaison où l'agriculteur a récolté environ 23 hectares dans un rayon d'une dizaine de kilomètres pour un coût par 10 tonnes de matière sèche de fourrage récolté d'environ 16 à 17 francs. On a comparé ça avec les coûts de récolte théoriques en prenant les coûts du Memento agricole.
de l'entreprise Entranor en prenant exactement les temps réalisés pour les différents travaux. Et là, on arrive pour une surface récoltée d'environ 30 hectares dans un rayon de 30 km à des coûts d'environ entre 11 et 12 francs par quintal de matière sèche de fourrage récolté. Donc on voit que là, on a des possibilités d'optimiser aussi ces coûts et ces temps de récolte de manière intéressante en faisant faire certains travaux par des entreprises qui sont souvent mieux équipées que d'autres agriculteurs. Et pour cela, je crois que le mieux c'est de passer la parole aux professionnels. Donc Frédéric Peterman d'Entranor qui justement a participé à cette étude et qui s'occupe donc de la récolte de pas mal de luzernes de la région. Donc Frédéric, est-ce que justement tu peux nous expliquer quels sont les points clés pour réaliser donc, cette récolte de luzerne dans les règles de l'art, c'est-à-dire vraiment les trucs importants à ne pas oublier, et puis finalement garantir la qualité qu'on essaye de viser du champ au lieu de séchage. Voilà, alors nous on a commencé donc à prendre des inscriptions pendant l'hiver pour les agriculteurs producteurs de luzerne. Et puis ce qui se passe après, une fois qu'on a plus ou moins nos parcelles répertoriées, c'est nous qu'on va aller regarder en collaboration aussi avec le séchoir. On va aller regarder le stade et décider en collaboration avec le séchoir de quand on va faucher par rapport à la météo et au stade de la luzerne, justement comme tu l'as dit avant, pour garantir qu'on ait un rapport qualité et quantité optimale. Alors on parlait avant un petit peu du 15 mai, cette année on est spécialement de bonne heure, donc autour du 7 mai, 6-7 mai, on a pu faire les premières récoltes. Et là on avait une période d'assez beau temps, donc on compte environ 2 jours et demi. Alors une fois qu'on a ces parcelles répertoriées, qu'on a été faire notre tournée, qu'on a décidé de la date, et bien ensuite on va faucher. Donc il faut faucher assez haut pour que la luzerne reparte bien, donc environ 7-8 cm d'auteur. Et puis après, en première coupe, éventuellement un petit coup de pirouette quand c'est nécessaire, quand c'est très humide ou qu'il y a beaucoup de fourrage. Sinon le but c'est faucher des andins assez larges, bien étalés, laisser sécher entre 1 jour et demi, 2 jours. Et puis ensuite, endainer avec un pick-up, un endaineur à pick-up, et puis ensiler, récolter avec une ensileuse, coupe exacte. Ça c'est pour un petit peu les exigences du séchoir, pour avoir de la luzerne coupée correctement. Et après on a un système de transport où donc on a des systèmes multibennes où on vient avec un tracteur en multibenne dans le champ et quand les distances sont trop éloignées, on peut après poser ces bennes sur un chemin et puis faire la distance avec des camions. Alors voilà, ce qui est important, c'est qu'on ait bien programmé ce chantier et qu'il faut aussi qu'il y ait, comme tu l'as dit avant, une période de 3 jours de beau temps, que le terrain est ressuyé un peu. C'est vrai que c'est bien de faucher le matin quand il y a un peu la rosée, mais si c'est trop mouillé, il faut quand même attendre un peu plus tôt la fin de matinée. Et puis après, endainer le 2e soir et puis commencer à ensiler le 3e jour. C'est comme ça en général que ça se passe bien. Alors voilà pour les expériences qu'on a jusqu'à maintenant. Voilà, après avoir parlé de la récolte de la luzerne, on va s'intéresser au séchage avec toujours Nathanaël Schmid du FIBOL et puis Monsieur Duby, Ernest Duby, gérant du séchoir d'Orbe, pas très loin d'ici, on voit presque là en bas. Et donc ce séchage, Monsieur Schmid, comment ça se passe ? Alors voilà, on va parler effectivement du séchage, on a parlé de la récolte, donc très importante pour assurer la qualité de cette luzerne qui est dans le champ jusqu'à l'arrivée au séchoir. Le séchoir, au séchoir, on va se poser quelques questions. Par exemple, quelle coupe pour quelle luzerne, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va préparer cette luzerne pour le séchoir, quel matériel on veut qui arrive au séchoir. Donc on va se poser ces questions-là dès le moment où on va prendre la décision.
le séchoir s'est aussi posé la question l'année passée dans toute la démarche de production de protéines au niveau suisse, à partir de luzerne, à partir de fourrage grossier. Quelle énergie investie, hein, quelle énergie investie pour quelle quantité de protéines. On a quand même des critères qu'on doit respecter. On ne va pas faucher n'importe quoi pour déshydrater, pour sécher. Donc on a quand même des défis et des objectifs au niveau de la quantité de protéines à atteindre. On va parler aussi de l'impact du préfanage, donc cette étape avant le ramassage de la luzerne qui a aussi une importance primordiale sur la quantité d'énergie qui va être utilisée dans le séchoir ensuite et aussi sur la qualité, donc un impact sur la qualité selon la manière dont le procédé de préfanage est fait, et donc très important. Et puis l'impact aussi sur les coûts, donc comme je l'ai dit, du préfanage, sur les coûts de séchage. On travaille avec des énergies fossiles, donc on doit se réfléchir à comment est-ce qu'on va réduire cette utilisation d'énergie fossile et finalement réduction des coûts. Donc pour déclencher donc cette coupe et puis pour optimiser, si on veut, la qualité de cette luzerne pour le séchoir, on va se baser sur en fait, les étapes pendant la saison où la luzerne est la plus haute en protéines, et puis on se rend compte, en fait, après analyse de plusieurs récoltes pendant l'année, qu'on vise vraiment la première, voire éventuellement la deuxième coupe, si on arrive vraiment à faire une première coupe assez tôt, et la dernière coupe, qui sont en fait les périodes pendant l'année où la luzerne est la plus riche en protéines. Et c'est vraiment ces coupes-là qu'on va prioriser pour investir de l'énergie et du temps dans le séchage de la luzerne. Donc si vous voyez sur le graphe à ce moment-là, là vous voyez très bien cette courbe qui montre l'évolution de la protéine entre la première et la quatrième coupe. Donc pour cela, je crois que le mieux encore c'est de passer la parole à Ernest Duby. Ernest Duby, donc gérant du séchoir d'Orbe. Ernest, est-ce que tu peux nous expliquer finalement quels sont les défis de cette production de bouchons à base de luzerne? Et puis pour toi, quels sont les critères importants à respecter tout au long de la filière, en fait, depuis la récolte jusqu'à la production de bouchons? Merci Nathaniel. Alors, en effet, donc, on arrive à faire un beau produit pour autant que vous nous donniez un bon produit. Donc, le gros travail, c'est que l'agriculteur arrive à récolter au stade optimum, comme l'a recommandé Nathaniel. Et il est vrai que le préfanage a beaucoup d'importance. Le but est d'arriver avec une matière première au séchoir avec entre 60 et 80% de matière sèche. C'est là qu'on a les moindres coûts de séchage. Pour les agriculteurs qui sont équipés conventionnels, qui n'ont pas de retournant d'ain, l'optimum pour avoir un minimum de pertes mécaniques, c'est autour de 60% de matière sèche. Et ceux qui ont des retournants d'ain, on peut monter jusqu'à 70% de matière sèche. Tous ces fourrages récoltés à l'ensileuse, c'est beaucoup plus pratique au séchoir. On a des mélanges beaucoup plus homogènes pour pouvoir les mettre après quand ils sont séchés et pour les granuler. Les besoins en énergie pour sécher tout ça, suivant les matières sèches d'entrée, les plus bas c'était 40 kW par 100 kg de produits finis. Et les plus humides, si vraiment un jour la malchance est avec vous et que vous n'avez pas la météo, que ce soit ou la pluie ou qu'on ne puisse pas préfaner et qu'il faut venir en urgence, ça a été jusqu'à 350 kW par 100 kg. Donc les coûts en énergie pure, ce qui fait entre 2 francs de gaz jusqu'à 15 voire 16 francs de gaz, sans parler des coûts de fonctionnement. Donc il est vraiment intéressant d'optimiser le préfanage. Ça couvre largement les frais d'investissement des travaux que vous avez faits sur vos exploitations. Le but est d'obtenir, et c'est ce qu'on a eu jusqu'à maintenant, ce sont des luzernes avec un taux de protéines entre 14 et 22%. Plus c'est haut, chacun aimerait avoir un maximum, mais on sait très bien qu'il y a des périodes où ce n'est pas toujours possible. Le plus bas qu'on a eu actuellement, c'était, on dira cette année, c'était 15%, le meilleur 22%. Je vais juste revenir donc sur ces coûts de préfanage. J'aimerais insister là-dessus parce que c'est très important. Donc on voit que si on compare effectivement l'investissement pour préfaner, que ce soit avec un endaineur, que ce soit avec une pirouette ou que ce soit avec un retourneur d'andain. Dans le cas de la pirouette, on a environ un investissement de 1 franc par quintal de matière sèche récoltée. Dans le cas d'un retourneur d'andain, on est autour de 2 francs par quintal de fourrage récolté, matière sèche. Et on voit qu'en augmentant le taux de matière sèche d'environ 10% du fourrage qu'on amène au séchoir, on peut réduire les coûts d'énergie entre 5 et 10 francs.
Donc c'est relativement énorme par rapport à l'investissement entre 1 et 2 francs du travail de préfanage. Et puis ça nous donne finalement une économie au niveau des coûts globaux de séchage, donc entre le coût énergie plus le coût manutention, etc. au sein du séchoir. Donc une économie qui peut aller de 3 à 9 francs par rapport à un séchoir humide, un fourrage humide. Donc vraiment là il y a une importance. Tout en faisant un travail de qualité, c'est clair, parce qu'une des questions qui revient relativement souvent, c'est oui, mais et la protéine à la fin, si on travaille mal, on préfane mal. C'est clair que c'est une question, mais dans des conditions normales, en faisant un travail de qualité, c'est vraiment là qu'on peut gagner quelque chose en faisant un travail de préfanage de qualité. Voilà, dernier chapitre de cette matinée, première matinée consacrée aux herbages. On va parler cette fois utilisation et valorisation de la luzerne avec nous donc Lucienne Gaillard. Bonjour, bienvenue. Vous êtes conseillère agricole à ProConseil, Prométer, spécialisé dans la production animale, et puis un professionnel, quelqu'un du terrain, Aloïs Cachelin, agriculteur bio dans le canton de Neuchâtel. Bonjour. Donc bonjour. Alors cette luzerne, qu'est-ce qu'on en fait ? Alors la luzerne, c'est pour qui? Donc la luzerne, c'est une culture fourragère. Donc en ce sens, elle est destinée à faire du fourrage pour les animaux de rente essentiellement. Mais au vu de ses nombreuses qualités nutritionnelles, elle est également utilisée des fois en alimentation humaine sous forme de complément. Donc c'est au niveau des animaux, donc on va pouvoir la fourrager essentiellement à des vaches laitières, des brebis laitières, des chèvres laitières, mais également l'utiliser en engraissement, souvent l'incorporer en plus petite quantité, mais c'est également possible. Et puis on en fait pas mal de farine, donc c'est une poudre de luzerne qui va ensuite être incorporée dans les aliments concentrés des animaux. Donc on va le retrouver dans les concentrés de ces différentes espèces que j'ai citées avant, mais on va également pouvoir la retrouver dans l'aliment des volailles et l'aliment des porcs. Donc une utilisation assez vaste et variée. Point de vue valeur nutritive, donc la luzerne est une plante extrêmement riche en protéines et également en fibres. Elle est également riche en oligoéléments, en vitamines, en minéraux, donc elle a vraiment plusieurs avantages. Ces valeurs nutritives vont beaucoup dépendre de son stade de développement. Plus elle va avancer dans son stade, plus elle va se lignifier, donc plus on va avoir une fibre qui va être difficile à digérer. Et donc moi, elle sera intéressante au niveau matière protéique, mais également au niveau énergie. Donc elle va perdre de l'énergie liée à ça, à son stade de développement. Au niveau amidon et sucre, la luzerne donc, va peu varier finalement. C'est une plante qui possède assez peu d'amidon et de sucre. On est autour des 7%, 7 à 8%. Et puis en fonction de son stade de développement, cette quantité en amidon et sucre va rester relativement stable. Donc peu de changements à ce niveau-là. Au niveau protéique, par contre, là, la luzerne a des grandes différences. Si on la prend à un stade végétatif, donc quand on a encore que quelques boutons, mais pas de fleurs du tout, on va se retrouver avec des teneurs entre 20% et 25% de protéines brutes. Par contre, si on la laisse fleurir et qu'on récolte un foin, donc en pleine floraison, on va descendre autour des 15% de protéines brutes. Donc une différence quand même importante sur à peu près 50 à 60 jours de développement. Les protéines de la luzerne, elles ont vraiment une grande diversité d'acides aminés, aussi beaucoup d'acides aminés essentiels. Donc, pour rappel, les acides aminés essentiels, ce sont les acides aminés que le ruminant ne peut pas fabriquer et qui doit absolument lui être apporté via sa nourriture. Donc à ce niveau-là, elle est également très intéressante. Et puis, la luzerne n'est pas très égalitaire dans toutes ses parties. Si on prend les feuilles, donc qui est la partie la plus intéressante, on va avoir à peu près 70% d'énergie, 70% de protéines et plus de 90% des oligoéléments et des vitamines qui vont se trouver dans cette partie de la feuille. Par contre, la tige, elle, va contenir seulement 10% à peu près de protéines et puis des fibres digestibles, mais sinon elle est moins intéressante. Ce qui pousse d'ailleurs aujourd'hui pas mal d'instituts de recherche à faire des tests sur des prototypes qui permettent en fait de récolter la feuille de la luzerne séparément de sa tige afin d'optimiser, de concentrer, on dira, les granulés qui peuvent en ressortir. Et donc comme je disais, c'est une plante qui est riche en oligoéléments, vitamines et minéraux. Ça, c'est dû à son enracinement. Donc, c'est une plante qui va chercher très loin dans le sol ses nutriments. Et puis, elle arrive à remonter une grande quantité d'oligoéléments, minéraux et vitamines. Elle est riche également en bêta-carotène. Et puis, elle a aussi un apport assez intéressant en oméga 3 pour la santé des animaux. Alors, comparé à d'autres légumineuses, quels sont ses avantages à cette luzerne ?
Le plus grand avantage de la luzerne, c'est sa productivité en termes de protéines à l'hectare. On va pouvoir récolter entre 150 et 180 décitonnes de matière sèche à l'hectare. Et si on prend une teneur entre 15 et 25 % de protéines, prenons 20 % de moyenne, on va récolter entre 2 et 3 tonnes de protéines hectare, ce qui est considérable comparativement par exemple à un soja, où on va pouvoir se situer autour des 1,5 tonnes à l'hectare de protéines. Donc c'est une plante fantastique à ce niveau-là et qui se pousse facilement dans nos contrées. La diversification des sources de protéines dans une ration est toutefois intéressante, donc ne pas forcément mettre que de la luzerne dans sa ration. Ça reste intéressant de travailler avec quelques autres légumineuses en complément. Alors à quel stade de son développement est-elle la plus intéressante à exploiter, si j'ose dire? Alors en production animale, ça va toujours être un compromis entre la quantité et la qualité. Donc on va viser une récolte au stade début bourgeonnement. Ça veut dire, si on regarde les plantes, là on n'a aucune fleur, pour l'instant on n'a même aucun bourgeon. Donc on va vouloir avoir des plantes qui ont environ 80 % de bourgeons, mais encore pas du tout d'éclosion, donc pas de fleurs réelles. Et c'est à ce moment-là qu'on a le rapport qualité et quantité le plus intéressant au niveau production animale. La matière azotée totale sera à ce moment-là entre 18 et 20 % de protéines. Si on compte un temps de repousse entre 30 et 45 jours, on retrouve une luzerne à peu près au même stade. Donc de nouveau, début bourgeonnement, donc là où elle est le plus intéressante d'un point de vue nutritionnel et quantité. Et comment procède-t-on à l'affouragement alors? Alors on peut affourager la luzerne sous plein de formes différentes, ce qui en fait aussi une plante intéressante à ce niveau-là. On peut l'affourager en verre, donc simplement la faucher et l'amener à la crèche. On peut la sécher pour en faire du foin. On peut aussi la sécher un petit peu moins pour en faire de l'ensilage. Après, ça dépend un petit peu des objectifs de production qu'on recherche. Si on veut avoir une luzerne qui est le plus haut taux possible de matière azotée, on va essayer de la ramasser soit en ensilage, soit la faire sécher effectivement dans un séchoir collectif pour faire des bouchons, pour avoir en fait un maximum de feuilles dans son bouchon et donc un maximum de teneur en protéines. Ensuite, si on recherche plus une utilisation en foin, avec aussi le côté mécanique, je reviens de nouveau sur ma tige. Ma tige ici qui est relativement ligneuse et qui va en fait, une fois que le foin sera sec, être piquante pour l'animal. Donc elle va avoir un effet mécanique au niveau de la panse et faire ruminer les animaux. Et là, elle sera vraiment intéressante aussi en vache laitière et en chèvre laitière notamment. Après, en engraissement, on va aussi chercher des quantités de protéines le plus élevées possible. Et puis là, l'ensilage reste une excellente solution, aussi économiquement intéressante. Et en pâture, qu'est-ce que ça donne? Alors, contrairement à ce qui se fait beaucoup en Europe et en Suisse, il est possible de pâturer la luzerne. Ça se fait beaucoup aux États-Unis, qui est quand même le premier producteur de luzerne au monde. Donc, c'est une pratique qui est en fait bien répandue au niveau mondial, mais assez peu connue chez nous. Donc oui, il est possible de pâturer cette luzerne. Maintenant, le risque qu'on a, c'est essentiellement un risque de météorisation. Et puis, un autre risque, c'est la dégradation de la culture. Donc, c'est ce qui fait le plus souci, je dirais, à l'agriculteur en général. Qu'est-ce que c'est la météorisation? Alors la météorisation, c'est quand une vache commence à gonfler, on va l'exprimer comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des gaz qui vont se produire dans sa panse et puis elle va se mettre à gonfler et puis ça peut aller jusqu'au décès de l'animal si on n'intervient pas. Donc il y a des possibilités en fait de limiter ces risques. Donc si on veut pâturer de la luzerne, il y a quelques bonnes pratiques à avoir et parmi ces bonnes pratiques, l'une d'elles est de donner toujours du fourrage sec avant de lâcher les animaux à la pâture. La deuxième chose à faire, c'est de pâturer essentiellement au fil ou en pâture tournante, ce qui en fait que l'animal reste seulement quelques temps sur la parcelle, quelques jours disons, ou un jour par segment de parcelle, et puis ensuite on le déplace. Ça évite en fait qu'il remange les petites pousses de luzerne et c'est celles-là qui sont les plus dangereuses au niveau météorisation. Après, au niveau dégradation, ce pâturage tournant ou ce pâturage au fil permet également de limiter la dégradation des prairies. Après, les conditions météorologiques, bien sûr, sont importantes. Pas pâturer quand il pleut ou quand c'est très mouillé. Et puis, dernier point, faucher les refus une fois qu'on a passé avec des vaches sur une parcelle. Ça permet une bonne repousse, une bonne reprise. Et puis, il y a une variété de luzerne, la lucelle, qui peut être mise dans les mélanges et qui a un port plus étalé, qui permet de mieux résister au piétinement des animaux et donc qui est peut-être à privilégier si on veut implanter des luzernières dans un but de les pâturer. Et puis pas des luzernières pures, mais des luzernières en mélange avec d'autres graminées. Ça résistera aussi mieux au piétinement et puis on aura moins de soucis de météorisation. On passe à l'explication avec quelqu'un du terrain, enfin vous l'êtes aussi, mais un agriculteur bio.
qui peut nous raconter un petit peu cette culture, comment elle est venue et puis comment vous procédez. Vous recoupez un petit peu toutes les recommandations de la spécialiste de ProConseil, de Lucienne? Alors, donc moi je suis exploitant dans le Jura-Neuchâtelois, 900 mètres d'altitude. J'ai des sols assez lourds et le climat est un peu plus frais qu'ici, j'imagine. Et puis, donc la luzerne me permet plein de choses, notamment d'avoir une meilleure repousse l'été. En travaillant que en prairie naturelle, ce qu'on a fait beaucoup jusqu'à maintenant. On a une bonne première coupe, ça il n'y a pas de souci. Mais après pour faire la 2, éventuellement la 3e ou la suite, avec le sec qu'on a maintenant plusieurs étés de suite, c'est très compliqué d'avoir des coupes suivantes satisfaisantes. Et puis aussi ce déficit qu'on a en protéines, dès qu'on monte un petit peu en montagne, la luzerne permet de combler ça. Donc c'est une prairie temporaire qu'on est obligé de mettre en place dans un système d'assolement. Donc on a dû revenir avec des céréales et mettre en place cette luzerne avec toutes les difficultés que ça implique. Mais on en retire les bénéfices de par le volume de fourrage qu'elle nous amène, comme ça a été expliqué précédemment, d'une part, et d'autre part par le très fort taux protéique qu'elle a, qui nous permet d'équilibrer nos rations, de complémenter vraiment de manière très, très intéressante. Ça nous implique aussi de faire très attention lors de la récolte, tout ce qui a été dit précédemment, donc hauteur de coupe, pas casser les feuilles, ne pas perdre une feuille. Ça c'est très facile à dire mais très compliqué à faire. Donc pour ça il faut un système pour récolter cette plante, que ce soit en ensilage ou en sec, qui réfléchit et puis qui demande du doigté, des compromis. Il n'y aura pas une fenêtre météo qui sera la même chose, donc il faudra choisir la bonne solution au moment où on fait la récolte. Et puis, donc moi je suis producteur de lait pour le gruyère bio. En 2022, on aura d'autres exigences par rapport à l'alimentation du bétail. Et en fait, on cherche à déjà répondre à ces exigences et à trouver des solutions pour le futur, aussi à viser une autonomie peut-être pas totale, mais disons maximale sur l'exploitation, comment produire un maximum avec un minimum d'intrants. Donc actuellement je suis aussi acheteur de luzerne, donc c'est très facile à parler comme ça, mais on est bien content de pouvoir acheter nos compléments. Et puis le problème qu'on a maintenant, c'est pour réussir à sécher ce fourrage sans perdre une feuille. Je récolte le fourrage en balles rondes et je ventile les balles rondes. Mais c'est encore une fois que des histoires de compromis. Si on sèche beaucoup le foin au sol, on va perdre, c'est obligé. Et si on ne sèche pas assez le foin au sol, on n'a pas après la manne de chaleur nécessaire pour sécher ce fourrage, ce qui fait que c'est très compliqué. Donc après on a d'autres installations, on a un projet de ferme collective avec un séchoir en grange, on dira performant. On state encore pour quel système on met entre déshumidification ou bien apport de chaleur externe. Le soleil est une magnifique source de chaleur, encore faut-il qu'il claire quelques jours après récolte, sinon c'est pas bien. Et puis voilà, donc de pouvoir grouper ces systèmes de récolte qui coûtent très très cher à mon avis, et comme ça a été expliqué aussi, on a beaucoup de choses à optimiser au niveau financier. Ça a aussi été dit avant, il n'y a pas que le prix du fourrage quand on l'achète, mais il y a aussi sur les coûts qu'on peut beaucoup jouer, et c'est là qu'on doit, à mon avis, encore beaucoup travailler aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup. Quelque chose à ajouter sur cette belle luzerne? Cultiver de la luzerne. Cultiver de la luzerne. Cultiver de la luzerne, ouais. Elle vous le rendra bien. Voilà. C'est au milieu de cette luzerne que s'achève cette première journée consacrée aux herbages et plus précisément à cette luzerne qui finalement, quand on s'y intéresse, est d'une richesse incroyable. Et merci de nous avoir suivis pour cette première journée. Vous savez, on fait une semaine grande culture et herbage, donc c'était que le premier jour. On se retrouve demain pour parler céréales. Rendez-vous de nouveau à 10h30 sur le site de Prométer, sur Facebook, pour ce nouveau thème. Et il y en aura d'autres chaque jour. N'oubliez pas, vous pouvez poser vos questions en direct, vous pouvez commenter. On sera là pour vous répondre. Essayez d'y répondre, peut-être plus tard, on verra. En tous les cas, on est là. Et puis, on est très content de partager cette toute première expérience avec vous. On espère que ça donnera de belles et d'autres idées. En tous les cas, revenez demain. Merci de votre attention et bonne suite de journée. Ciao.